Mesdames et messieurs, ça fonctionne? Bien. On m'entend? Ben, c'est très bien. Bon. Bon, voilà, nous avons le quorum, c'est heureux, parce que j'avais décidé de reporter cette séance du Conseil métropolitain, ainsi d'ailleurs que séance du Conseil municipal de Metz, pour éviter de tenir des réunions de nos assemblées délibérantes pendant la campagne électorale, et celle-ci, celle qui vient de s'achever, n'était pas prévue quelque temps plus tôt. Voilà, donc différer ces réunions. D'ailleurs, je souhaite, en ouvrant cette séance, adresser nos plus vives félicitations à notre collègue Nathalie Collin-Sterlet pour sa brillante élection aux élections législatives. Voilà. Alors, Martine Michel est excusé, donne pouvoir à François Carpentier. Lucien Vetch donne pouvoir à Jean-Luc Baul, qui vient de nous rejoindre. Stanislas Miarowski la donne à Dominique Strebli, Marilyn Weber à Pascal Hubert, Laurence Mollet-Tervert à Philippe Gleiser, Blaise Taffner à Éric Lucas, Philippe Manzano à Christophe Prévost, Jean-Louis Ballarini à Nicole Sevestre, Timothée Bord à Ferit Buran, Patrick Thiel à Douane Tran, Thierry Horry à Odile Jacob Varlet, Pauline Schlosser à Daniel Bory, Véronique Kremer à Ariel Schwartzberg, Fatia Ada à Cédric Goutte, Henri Asser à Jean Baucher, Marc Siamana à moi-même. Sont également excusés Walter Kursmann et Vincent Dieudonné. Anne Dossan-Weissmann donne pouvoir à Hervé Niel. Raphaël Pitti est excusé. Anne Stemar sera en retard et en attendant donne pouvoir à Anne Frisch-Renard. François Henrion donne pouvoir à Bertrand Duval. Stéphanie Changarnier à Laurent Dapp. Yamuna Belkala à Erfan Chouika. Sébastien Marx à Jérémy Roch. Michel Torlotin arrivera en retard. Jacqueline Schneider, il est déjà là. Voilà, eh bien bravo. Merci. Et merci à Fan aussi. Bon, ensuite, Jacqueline Schneider donne pouvoir à Bernard Staude, Jean-François Loche à Pierre Fachot et Martine Nicolas à Rachel Burgy. Voilà. Est-ce qu'il y a des procurations qui n'auraient pas été portées à ma connaissance? Non. Alors, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre directeur général des services, Pascal Gauthier. Il n'y a pas d'opposition. Je vous propose d'arrêter le procès-verbal du Conseil métropolitain du 3 juin 2024. Je n'ai pas eu de demande d'ajout et de complément. Il n'y en a pas en séance. Donc, nous le considérons comme adopté. Et nous passons au point numéro 1, qui est la désignation dans une commission d'études thématiques. Donc, on ne l'affiche pas? Bon. Donc, il s'agit de nommer Geoffrey Schütz à la commission cohésion sociale. Voilà, d'accord. Ok, il n'y a pas d'opposition, donc on passe au point numéro 2 de désignation. Alors, il est proposé. Alors, d'abord, je vous demande si vous êtes d'accord que nous ne procédions pas à vote à bulletin secret à 3 tours pour ces désignations. Personne ne s'y oppose. Alors, nous voterons à main levée. Donc, il s'agit de... sortir les personnes en bleu pour la SPL. Pourquoi les personnes en bleu? Pas quand on désigne. Elles ne peuvent pas voter pour un. Vous êtes sûr de ça? Il y a une rémunération. Ah oui, non, mais si elle... Ah oui. Ouais, Pas pour la désignation. Ah oui, parce qu'il y a... Ah oui, avec... Si, bon. ça fait partie du package. Alors, donc, mais la même délibération, les deux sujets. On aurait dû les séparer, oui. Normalement, on peut voter pour soi-même. Effectivement, on ne peut pas déterminer l'indemnisation. OK. Bon, donc je demande à ceux qui sont candidats, puisqu'il n'y a qu'une délibération portant sur les nominations, mais également sur les
jetons de présence. Donc je demande à Béatrice Agamemnon, Michel Dumont, Cédric Goutte, Sylvie Roux, Bernard Staud, Jean-Claude Walter de quitter la séance. Donc voilà, donc je vous propose de désigner ces candidats donc au conseil d'administration de la SPL Metz Parking. Je vous propose d'autoriser les administrateurs. Alors, je vous propose d'autoriser que les administrateurs acceptent toute fonction qui pourrait leur être confiée par le conseil d'administration, y compris le rôle de président, et d'autoriser, le cas échéant et sous réserve d'une décision du conseil d'administration de l'SPL, une rémunération des administrateurs, cette rémunération étant plafonnée à 3 000 € par an. Voilà. Ensuite, je rappelle que c'est les règles dans toute SPL et SEM dans lesquelles nous sommes, et ce depuis des années, sauf pour la SEM EMH, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Donc, pour la SDC Gare Routière, oui, on passe au vote quand même. Oui, sur le premier point, qui vote contre? 1. Ah, oui, Monsieur Marchetti. Ouais. Comme un peu surpris par cette question de la rémunération. Enfin, c'est actuellement appliqué dans quel SPL de la métropole? La SAREM, par exemple. Mais uniquement la SAREM? Oui, on n'a qu'une autre SPL. Les TAM, c'est une SEM qu'on a effectivement autorisé. C'est aussi appliqué sur la SEM TAM, me semble-t-il. Oui, pour moi, c'est les deux exceptions. Oui, alors, effectivement, donc ça serait plutôt une nouvelle exception à la règle. Non, non, c'est pas du tout une nouvelle exception. Sur la SEM TAM, cela a toujours été, y compris à l'époque de mes prédécesseurs. Voilà. Donc, il n'y a rien ni d'anormal ni de nouveau. Voilà. Voilà. Donc, si, la règle qu'on a fixée à l'origine, de mémoire, effectivement, ça remonte à 2020, donc il peut m'échapper des choses, mais c'était qu'il n'y avait pas de rémunération, hormis à la SEM des TAM, à la SEM à la SAREM. Effectivement, et par exemple, à la ville de Metz, on n'autorise pas plus à l'UEM, etc. On avait eu des débats en 2020 à ce sujet pour mettre fin à ces jetons dans la majeure partie des cas. Donc c'est vrai que bon, on n'avait pas vu ce point. Non, à ma connaissance, nous n'avons jamais délibéré sur un principe général. Voilà. Donc c'est effectivement au cas par cas. Je rappelle que sur la SAREM, comme sur les TAM, il y a toujours eu des jetons de présence et que c'était le cas pendant les 2 mandats précédents. Oui, non, voilà. je ne contredis pas ça, Monsieur le Il n'y a rien Président. de nouveau. Pour ma part, même si j'en suis pas bénéficiaire, je trouve absolument pas anormal que du travail supplémentaire et des responsabilités supplémentaires de la part d'élus puissent faire l'objet de ce qui n'est loin d'être une rémunération considérable par rapport horaire, par rapport à ce que ça représente comme investissement. Voilà. Donc, oui, alors, on a un plafond qui est quand même extrêmement élevé. Vous l'avez dit, ça n'allait pas à la SEM EMH, ça n'est pas le cas. À l'UEM, ça n'est pas le cas pour des fonctions qui sont aussi très importantes. Alors on peut peut-être y penser. Donc, mais voilà, en fait, c'est bien ce que je dis, c'est l'exception qui va devenir la règle, quoi. Non mais attendez, d'abord, je vais vous dire, il n'y a jamais eu... la règle, c'était plutôt celle-là. Par exemple, même sur l'OPHLM ou l'ancien Metz Habitat et Territoire, c'était le cas. Effectivement, on en a discuté avec la CDC, donc l'Office public l'avait, nous avons, on ne l'a pas fait à EMH, effectivement. Bon, on pourra peut-être le faire, et c'est vrai que l'investissement des élus y est très fort, voilà, est très important. À la SAREM, ça a toujours été, au TAM, ça a toujours été, y compris mon prédécesseur maire de Metz, qui a présidé pendant 12 ans les TAM, je veux dire, était rémunéré comme président des TAM, et ça semblait choquer personne. Voilà. Moi, je trouve que le débat qui consiste à systématiquement
mettre en cause soit les indemnités, dont certains font même campagne en disant qu'ils vont les supprimer, quoi. Je veux dire, après, quand ils sont en fonction, on le voit très rarement. Ou à mettre en cause temps de présence qui demande une réelle implication. Effectivement, c'est d'une démagogie auquel je ne participerai pas, et j'ai toujours considéré, expliqué à nos concitoyens que les élus étaient très faiblement rémunérés à l'heure par rapport à leur engagement, et que si nos concitoyens voulaient gagner de l'argent, il fallait qu'ils fassent autre chose, je veux dire, qu'un engagement public. Voilà. Donc, écoutez, bon, et par ailleurs, l'investissement, 3 000 € maximum, c'est maximum. Le président a toujours bien davantage que les simples membres du conseil d'administration, parce qu'une présidence d'une structure, c'est plusieurs heures de boulot par semaine. Quand je pense au président de la SAREM, on le connaît bien, c'est parfois même un engagement quotidien. Voilà. Donc, écoutez, enfin, voilà, pour notre part, il nous semblait qu'on avait fait ce débat en 2020, qui a été à nouveau confirmé. Par exemple, pour la SEM-EMH, il n'y a pas si longtemps que ça dans les statuts de la SEM et puis dans les délibérations qu'on a eues sur celle-ci. Donc on est effectivement surpris. Le plafond que vous mentionnez, il est supérieur assez largement à, par exemple, l'indemnité d'un conseiller municipal d'opposition. Donc qui demande aussi, on le sait, pas mal d'investissement et de travail. Donc voilà, nous on s'abstiendra sur ce point. Très bien. Merci. Alors, Madame Grellet. Oui, juste pour une explication de vote, Monsieur le Président, nous voterons contre la motion 2 uniquement, en rappelant que parmi certains membres de votre majorité, quand ils étaient dans l'opposition, ils n'ont pas eu de mots assez durs contre ces jetons de présence. Mais certainement, Madame Grellet, comme d'ailleurs Rassemblement national, on n'a jamais de mots assez durs pour cela dans les villes qui ne sont pas administrées par le Rassemblement national. Voilà, donc c'est effectivement une règle à peu près universelle et que je déplore, parce que je pense qu'elle est très démagogique et pas responsable, qu'elle contribue d'ailleurs à entretenir des citoyens, alors même que la réalité, c'est que, redit à l'ensemble de nos concitoyens, si on veut gagner de l'argent, même des revenus d'appoint, il faut faire bien autre chose, je veux dire, qu'un engagement public. Et les engagements dans ces structures type SEM ou autres demandent sont également très chronophages. Voilà. Et demandent aussi souvent un effort intellectuel pour comprendre des sujets qui ne sont pas forcément nos sujets habituels. Et je souhaite et je demande à nos administrateurs de ne pas être des administrateurs passifs, comme on l'a souvent vu ailleurs, quoi, je veux dire, et de rentrer dans les dossiers, quoi. Ils sont là pour contrôler, pour vérifier, pour proposer, et non pas pour faire pot de fleurs, dire dans des conseils d'administration. Voilà. Tout ça demande un investissement personnel qu'ils ne font certainement pas pour cette somme, mais ils prennent des responsabilités supplémentaires par rapport à ce qu'ils faisaient avant et par rapport à d'autres élus. Et donc, voilà, ça ne me paraît absolument pas normal, et je regrette que ça donne toujours lieu à ce type de débat, parce qu'on ne discute jamais de la rémunération de l'ensemble de nos collaborateurs ou de partenaires extérieurs à qui on demande des choses supplémentaires. Moi, je ne peux pas confier une mission supplémentaire souvent à des collaborateurs de nos collectivités sans qu'on me parle immédiatement de gratification pécuniaire. Voilà. Donc, et à des montants qui sont très supérieurs à ce que les élus touchent, surtout si on le rapporte à leur effectif. Voilà. Vous l'expliquerez à Mme Je maintiens cette Colin-Storlé, proposition et les 3 000 maximum, je rappelle que sur la décision du CA, concernerait bien sûr que le président, dont l'engagement est bien plus important que celui des administrateurs de base. Vous l'expliquerez à Mme Colin-Storlé, à M. Lebeau. J'ai suffisamment entendu autrefois. Mais oui, mais madame, et comme je vous explique, que quand il y a des villes administrées par le Rassemblement national, eh bien, il n'est plus question à ce moment-là de ne plus indemniser les élus qui sont dans des SPL, dans des sociétés d'économie mixte ou dans des structures intercommunales. Je veux dire, c'est exactement la même chose, si ce n'est davantage. Voilà. Et le discours est différent selon que l'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. C'est vrai dans l'ensemble des familles politiques, Rassemblement national compris. Voilà.
Ici, c'est Metz. Merci. Alors, sur ce, donc, qui vote contre, qui s'abstient? Ouais. Et les autres votent pour. Je vous remercie. Alors, sur la gare routière, je vous propose de désigner Michel Dumont. Qui vote contre, qui s'abstient? OK. Sur la communauté professionnelle territoriale de santé de Metz et environ, je vous propose de nommer Geoffrey Schutz. Ah non, c'est Isabelle Lux. Ah oui, ça a changé. Ouais. Oui, en remplacement de Geoffrey Schutz. OK. Merci. Qui vote contre, qui s'abstient? OK. À la commission des transports publics particuliers de personnes, c'est les taxis. On vous propose Béatrice Agamemnon en titulaire et Bernard Staud en suppléant. Voilà. Et je crois que c'était tout pour les nominations. OK. Donc, on passe au point numéro 3, qui est la création d'un service intercommunal de police municipale. Et je donne la parole à M. Dominique Strebli. Les autres peuvent entrer, hein, s'ils ne l'ont pas déjà fait. C'est bon. Merci, Président. Chers collègues, donc dans le prolongement, c'est bon, on m'entend, je suis pas. Oui, je suis le premier, je suis les. C'est bon. Merci. Donc dans le prolongement de la mise en place du CSU métropolitain, l'Eurométropole de Metz souhaite poursuivre son action et répondre aux besoins et enjeux en matière de tranquillité, sécurité publique par la création d'un service intercommunal de police municipale dont la mise en œuvre opérationnelle est visée au 1er janvier 2025. Les missions de cette police municipale seront la sécurisation des transports publics, la protection de l'environnement et l'aide apportée aux communes. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents concernés seront placés sous l'autorité du maire de cette commune. Il n'y a donc pas de nécessité de transfert de compétences. Pour assurer l'exécution des missions, nous allons recruter 24 policiers municipaux, 12 pour la sécurisation des transports, 12 pour l'aide aux communes, 3 gardes champêtres pour assurer la protection de l'environnement, ainsi qu'un responsable de service. Ces agents seront armés sur l'ensemble du territoire de la métropole. Ils seront basés sur le plateau de Frascati, dans le bâtiment de la conciergerie. Nous devons assurer 2 montages conventionnels pour mettre cette unité en place. Il est obligatoire de passer une convention intercommunale de coordination conclue entre la métropole et l'État et une seconde convention qui précisera le cadre des relations entre l'Eurométropole de Metz et chaque commune, pour assurer une continuité territoriale cohérente et opérationnelle des agents. Chaque conseil municipal disposera d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la libération de la métropole pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. La délibération est en conséquence. Merci. Merci, M. Strebli. Alors, disons la parole. M. Marchetti. Alors, M. Marchetti, M. Roch. Bon, alors, M. Marchetti. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, plusieurs remarques sur votre proposition de création d'une police métropolitaine. Premièrement, je crois que nos débats fréquemment ici ont montré l'importance et le souci partagé par tous les élus d'une meilleure identification de la métropole par nos concitoyens. Cela passe, à mon sens, par un partage clair et un respect des compétences des uns et des autres, et principalement des communes et de la métropole. En ce sens, je crains très clairement que ce nouvel échelon sécuritaire vienne à nouveau brouiller des repères pour nos concitoyens et rendre de plus en plus illisible le tableau d'ensemble. En matière de sécurité, le maire et la police communale sont pour eux un repère clair, historique, identifié. Vous nous dites que ce n'est pas un transfert de compétences des communes vers la métropole. Sur le papier, c'est vrai. Mais dans la pratique, ce sera un service qui se trouvera dans les effectifs de la métropole. Il va nécessiter la création d'une filière police à la métropole. Son budget sera porté par la métropole.
avec un remboursement partiel des communes, mais aussi une part forfaitaire de base qui restera à la charge de la métropole. C'est un point sur lequel j'ai déjà sensibilisé les élus de cette assemblée avec le centre de supervision urbaine qui a fait figure, à mon sens, de précédent en la matière. On démarre petit à petit en jurant que seules les communes intéressées au raccordement participeront financièrement et on se retrouve au final avec une participation de la métropole, c'est-à-dire de toutes les communes, à hauteur de 2,2 millions d'euros, soit les 2/3 du coût de l'équipement. Ce sera identique avec la police, bien sûr, qui travaillera sans doute essentiellement dans quelques communes, mais qui sera en grande partie donc financée par toutes. Partiellement au début, peut-être, et puis un jour intégralement, probablement. Vous me direz, monsieur le maire président, que je suis ici légèrement à contre-emploi, parce que ce montage sera vraisemblablement in fine profitable aux Messins. Pourtant, je n'ai aucun problème à le dire, d'une part parce que j'ai tout de même le sentiment qu'ici, à nouveau, le contribuable métropolitain paiera pour des promesses électorales messines, et d'autre part parce que je suis convaincu que les éléments mis en place, les moyens déployés, les effectifs créés en appelleront bientôt d'autres, et que la métropole, bon gré mal gré, risque bientôt de devenir une véritable variable d'ajustement sécuritaire et budgétaire des communes à part entière. Et quand vous dites dans la presse qu'il manque 80 agents dans la police municipale de Metz, je laisse tout le monde réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour la métropole. Un dernier point sur la compétence, prévention de la délinquance, qui a assis la création du CSU métropolitain et qui est aussi le cadre général d'intervention de la métropole dans ce domaine de la sécurité. Prévention de la délinquance et non sécurité, justement. Prévention, qui est-elle pour le coup bien de compétences métropolitaines. Prévention qui était l'orientation privilégiée par le dernier conseil local de prévention de la délinquance. Je cite le compte-rendu qu'en faisait le Républicain Lorrain, mieux vaut prévenir que sévir. Prévention dans l'éducation en luttant contre l'absentéisme scolaire, prévention contre le harcèlement scolaire, prévention auprès des familles. Je rappelle par exemple à ce titre que les violences intrafamiliales ont augmenté de 76% sur notre département depuis 2019. Prévention par le social, prévention par le sport, prévention par la culture, etc. Notre métropole est compétente en matière de cohésion sociale, bien davantage qu'en matière de sécurité. Pour nous, c'est là que les efforts manquent et que les moyens budgétaires et humains devraient se porter en priorité. Je vous remercie. Monsieur Roch. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La surenchère d'embauche à la police municipale continue. De la ville, il passe à la métropole. Je le rappelle, avec le recrutement de plus de 20 policiers municipaux à Metz, portant à 120 le nombre de policiers, nous sommes devenus une des villes les mieux dotées de France en policiers par habitant. Alors aujourd'hui, après la création d'un centre de supervision, vous créez une police intercommunale dotée directement de 28 agents, dont 22 nouveaux recrutements, parce qu'il y en a 6 qui proviennent de la police de Voipy. Donc la création ici d'une nouvelle force de police et au-delà de la question budgétaire que mon collègue Denis Marchetti a développée, j'aimerais proposer une autre vision, plus intégrée, plus pragmatique aussi de la police municipale. Car nous comprenons bien le besoin de toutes les communes de la métropole de pouvoir faire appel à une police municipale. Pour des manifestations particulières notamment, pour les transports en commun bien sûr, et même pour le quotidien, pour pouvoir assurer une présence de police sur son territoire, et notamment dans les espaces naturels, pour les communes qui sont dotées d'espaces naturels fortement visités. Avec votre proposition, pourront intervenir sur le même lieu, en plus de la police nationale, la police municipale, pour les communes qui en sont dotées, et la police intercommunale. N'est-ce pas une perte d'argent, mais surtout une perte de temps que de créer un nouvel échelon, avec des agents, mais aussi des agents d'encadrement, qui ne seraient pas nécessaires si on se basait sur un autre échelon, et un nouveau système de coordination qui va être nécessaire entre maintenant ces deux polices locales avec la police existante, la police nationale. Pourquoi créer un échelon de police en plus? Pourquoi créer une nouvelle strate
dans le millefeuille de la sécurité, alors que nous pouvons imaginer un usage métropolitain via convention d'usage, dans certains cas, convention qui pourrait comprendre des contreparties financières, pour évoquer le problème que Denis Marchetti évoquait, convention qui pourrait permettre à toutes les communes de la métropole d'utiliser tout ou partie de la police municipale existante à Metz, à Voipy, à Marly, à Montigny. En somme, ce serait un service de quelques villes qui pourrait être mis en commun avec les communes volontaires plutôt qu'un échelon supplémentaire qui ne fait que compliquer le continuum de sécurité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roch. Monsieur Goutte. Merci, Président. Alors, je suis énormément surpris, notamment par rapport aux propos qui vient d'être donné. Je pense par le manque d'informations, de compétences sur ce domaine. Quand on est notamment sur une police intercommunale qui est gérée actuellement sur Voipy sur deux lieux, et quand on est également sur la création d'une police métropolitaine, il faut savoir également qui a la gestion de la police. Quand vous évoquez notamment qu'il y a 6 policiers municipaux qui vont être attachés à la métropole, ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est des policiers voipiciens. Donc il n'y aura pas de transfert de policiers de Voipy sur la métropole. Ça restera des policiers voipiciens avec une convention qui a été établie notamment avec l'ensemble des autres collectivités. Et je tiens à préciser que ceux qu'on n'a pas pu reprendre, parce qu'on a dû modifier également cette convention pour permettre justement cette création métropolitaine, j'ai tous les maires qui sont là à nous demander, notamment sur Rive-de-Moselle, qui faisait partie de cette police intercommunale, en disant comment on va faire. Alors je me pose des questions, notamment sur les communes qui ne souhaitent pas la police métropolitaine, parce que je n'ai jamais eu d'écho, notamment de maires, de collègues, qui ne souhaitent pas notamment la sécurité. C'est un sujet, un débat qui a été notamment identifié depuis de nombreux mois, de nombreuses années, avec cette volonté notamment pour nos administrés d'avoir cette sécurité et d'avoir la police qui soit présente notamment sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a une défaillance de la police nationale? On n'est pas là pour le juger. La seule chose qu'on a à faire, c'est de répondre auprès de nos administrés des besoins qu'ils ont réellement et qu'ils veulent réellement avoir sur le terrain. Et c'est là que la police métropolitaine a tout son intérêt, et ça a été précisé déjà aussi par Dominique Strebli, que la police, dès lors qu'elle est sur le territoire de la commune, ça sera notamment sous la responsabilité du maire que la police va intervenir. Ce ne sera en aucun cas le pouvoir du président de la métropole. Le président de la métropole aura notamment des champs d'action qui confèrent à la police, notamment du président de la métropole. Les transports notamment. D'autres lieux qui ont été cités, notamment sur tout ce qui est sur le Saint-Quentin et autres, sur des zones qui sont bien spécifiques. Moi, je suis assez stupéfait de pouvoir entendre, notamment de la part de certaines personnes, ce principe de transfert. Non, on est juste là pour pouvoir répondre à certaines demandes. Le coût d'une police municipale pour une commune qui est relativement faible en termes de nombre d'habitants, avec des dotations qui sont aussi très faibles, ne peut pas être pris en compte. Sur les communes notamment que la police intercommunale a à gérer sur Voipy, ils n'auraient jamais pu avoir une police municipale sur leur territoire. La création de cette police intercommunale permet notamment de pouvoir répondre. Ce que fera notamment cette police métropolitaine pour répondre à la demande de l'ensemble de tous les maires qui sont intéressés par rapport à cela. Alors oui, c'est sûr que ça a un coût. Mais c'est le coût à la fois de la sécurité, c'est le coût aussi de ce qu'attendent nos administrés pour pouvoir protéger le territoire. Et c'est aussi un service qui est proposé auprès notamment des collectivités qui souhaitent notamment répondre favorablement. Donc on est sur des éléments qui sont, à mon sens, liés de bon sens. Cette création métropolitaine sur l'ensemble du territoire permet à chacun, à l'ensemble de toutes les communes de la métropole, de pouvoir être satisfaite. La police intercommunale de Voipy avait dû se développer avec d'autres communes qui ont été rattachées il y a quelques années, mais on ne pouvait pas agrandir ce périmètre. Cette création de police métropolitaine permettra notamment de répondre à cette demande. Donc il n'y a ni transfert, il y aura bien sûr, on va dire, nécessité d'embaucher des policiers pour cette police métropolitaine, avec des champs d'action qui seront directement liés à la commune et au maire qui en est notamment responsable avec sa police, notamment sur la ville. Donc un gros travail est mené. Je tenais réellement à saluer le travail à la fois de Dominique et de l'ensemble des équipes. Quand on parle également du CSU, j'ai un CSU sur Voipy. Mais mon CSU n'est pas tout le temps disponible parce que je n'ai pas toujours un agent qui est présent derrière.
Le CSU métropolitain permettra notamment de pouvoir intervenir. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on n'est pas sur le fait accompli, on ne peut pas intervenir. Il faut intervenir sur le fait accompli. Donc ça, c'est aussi la nécessité d'avoir un CSU et d'avoir un agent opérateur qui se situe derrière l'écran pour pouvoir intervenir. Et ça, c'est aussi le gros travail. C'est tellement simple de pouvoir montrer et démontrer tout simplement qu'il y a eu des problèmes sur la commune, mais si on ne peut pas intervenir sur le fait accompli, on ne pourra pas le faire. Si on n'a pas le CSU métropolitain et si on n'a pas la police métropolitaine qui peut notamment être mis en action, ça ne fonctionnera pas. Et je vous rappelle juste un chiffre. Le chiffre notamment du taux de délinquance. Et je pense que mes collègues maires qui font partie également notamment de cette police intercommunale pour l'instant encore sous l'effigie de Voipi, la délinquance a fortement diminué. J'ai les chiffres de Voipi avec la présence notamment du CSU, la présence également de tout ce qui est de caméras et de la police municipale sur Voipi. On a quand même une diminution divisée par 3 de la délinquance en l'espace de 6 ans si on prend les chiffres qui sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Donc tous ces éléments fonctionnent et je pense qu'il faut qu'on puisse en faire profiter à l'ensemble des collègues de la métropole pour permettre à chacun de pouvoir répondre également aux demandes de nos administrés. Merci Cédric Goutte. Ah pardon Dominique. Juste pour dire que j'adhère complètement aux propos de Cédric, et je tiens à dire également que ce soit pour le CSU ou que la police métropolitaine, j'ai fait le tour de tous les maires, je les ai tous rencontrés individuellement, et ils ont tous adhéré sans aucune exception au principe du CSU et au principe de la police métropolitaine, parce qu'on en a tous besoin. Quand on est maire, on comprend facilement les choses. Merci. Merci. Alors, messieurs Marchetti et Roch, bon, je ne suis pas surpris. Vous restez dans un enfermement dogmatique, dans un aveuglement idéologique, dès qu'on aborde les problèmes d'insécurité, de délinquance, d'incivilité, et surtout qu'on envisage les moyens de davantage y répondre. Voilà. Donc, prendre vos arguments un à un, aucun ne tient. Meilleure identification de la métropole. Voilà, et il faudrait que pour qu'on identifie bien la différence entre les communes et la métropole, eh bien, la métropole n'apporte pas les services aux communes sur ceux qu'elles ne peuvent pas réaliser seules. Ben, je vais vous dire, pour moi, définition de l'intercommunalité, c'est vraiment le regroupement des communes pour faire avec les communes ou à la place des communes ce qu'elles ne peuvent pas faire seules ou bien faire seules. Même la mutualisation de moyens. Écoutez, c'est aux communes d'acheter, par exemple, des barrières, des tables et des chaises pour toutes les fêtes, très nombreuses d'ailleurs, que nous organisons cette période. Bon, sauf que toutes les communes n'en ont pas besoin en même temps, et quand on décide d'en acheter pour mutualiser entre les communes, on ne sait pas, non, Dieu, mais bien sûr, on ne va pas acheter des tables et des chaises parce que ça va créer une confusion entre les compétences de la commune et de la métropole, parce qu'il y aurait des tables et des chaises qui appartiendraient à la métropole et qui sont pourtant si utiles à chacune des communes. Non, soyez un peu pragmatique. Voilà, juste un peu pragmatique. Non, c'est très utile aux communes, effectivement, que nous puissions mutualiser des moyens et leur mettre à disposition quand elles en ont besoin. Comme vous l'a parfaitement expliqué Cédric Goutte après Dominique Strebli, les communes ne peuvent pas, même pas Voipi, qui a pourtant la police municipale la plus développée après Metz, et proportionnellement plus développée que Metz d'ailleurs, n'a pas les moyens d'avoir un CSU avec une surveillance constante 24 heures sur 24. Et que la vidéoprotection perd une partie de son intérêt qui est énorme, mais perd une partie si on n'est pas derrière, on ne peut pas agir à temps réel. Aucune autre commune ne peut le faire. Donc ces communes qui investissent dans la vidéoprotection pour dissuader, pour éventuellement élucider en regardant a posteriori les images, n'en seront que bénéficiaires, beaucoup plus que Metz, qui, excusez-moi, n'en a pas besoin puisqu'elle a déjà le dispositif. Donc non. Alors ce qui est terrible avec vous, c'est qu'en cherchant toujours à cliver, à opposer, vous cherchez toujours à cliver entre la ville-centre et les autres communes. Voilà. Cherchez à semer des ferments de division.
opposés sur justement ce qui nous rassemble. Et il suffirait d'ailleurs que ça profite un peu aux autres communes pour qu'au conseil municipal, vous dénonciez le fait, justement, que Metz paye pour les autres. Donc il y a une forme de double langage pour essayer de semer la division. Eh bien non, c'est des initiatives qui sont gagnant-gagnant. Alors, il va y avoir effectivement le CSU que Metz peut avoir tout seul et que les autres ne peuvent pas, et ce système de police intercommunale qui intéresse tout le monde, puisqu'il n'y avait que les communes autour de Voipy qui en disposaient, que c'est beaucoup plus simple et cohérent de partir, et même recommandé par l'État, y compris sur des textes que vos amis politiques ont adoptés, de le faire porter par l'intercommunalité que de le faire porter par voie de convention. Avec beaucoup d'autres difficultés dans les conventions, c'est que cela lie les communes que pour une durée annuelle, mais sauf quand vous recrutez des titulaires et que vous faites des investissements, eh bien à ce moment-là, il faut que le lien soit plus fort. Et on ne va pas créer des syndicats intercommunaux pour garantir la pérennité du dispositif. Donc la métropole permet de l'assurer avec la totalité des maires qui sont volontaires, même s'ils n'ont pas forcément besoin de la même chose et au même degré. La métropole leur assure 4 heures par mois, quelle que soit la commune. Alors vous imaginez quel avantage considérable pour Metz que d'avoir 4 heures par mois en plus. Je veux dire, je pense que pour certaines communes, ça va être un réel avantage. C'est pas, je ne pense pas spolier, les maires des autres communes, effectivement, avec nos 4 heures par mois pour la ville de Metz, et c'est pas ça qui va provoquer, bouleverser la relation financière entre Metz et les communes. Donc, faire le procès de vouloir faire payer le renforcement des effectifs de la ville de Metz par la métropole en bénéficiant de 4 heures par mois à l'échelle de la ville, c'est juste complètement ridicule. Voilà. Donc ensuite, nous sommes sur des compétences qui sont nôtres à la métropole. Les transports et la protection de ces grands espaces naturels dans lesquels nous devons exercer une police de l'environnement. Si vous prenez le Mont-Saint-Quentin, qui est assis sur combien, Philippe? 4, 5 communes? 7 communes. C'est-à-dire, et on ne peut pas sur l'espace, notamment la partie sommitale et qui est centrale, le faire relever de la propre action des polices municipales qui n'existent pas sur chacune de ces communes. Voilà. Je pense que c'est la responsabilité métropolitaine. Et les transports, c'est pire. Les transports, aujourd'hui, policier municipal qui va monter sur le Métis à Voipy va devoir descendre immédiatement au franchissement de la route de rue Boileau ou avenue de Thionville. Après, il est sur Metz et ne va pas pouvoir aller il va devoir descendre bien avant l'hôpital de Mercy avant de passer sur Peltre ou Ars-la-Quenexy. Et sur les lianes, alors plus encore, là, il faudrait des montées, des descentes en permanence. Je veux dire, c'est absolument impossible d'assurer une police des transports dans ces conditions. Alors effectivement, dans notre dispositif, les mêmes agents restent. Effectivement, une fois qu'ils agissent à chaque fois sur la prérogative judiciaire, quand ils verbalisent, eh bien, au nom du maire de la commune dans laquelle ils sont, au moment où ils y sont. Mais c'est bien, excusez-moi, la sécurité des transports, semble-t-il, une responsabilité métropolitaine. Et si on veut provoquer davantage de report modal des automobilistes sur les transports en commun, et notamment d'une clientèle qui n'est pas captive, qui a largement les moyens d'ailleurs et qui très souvent continue à utiliser la voiture qui lui coûte plus cher. Elle n'a pas besoin de gratuité des transports pour prendre le bus. Elle a besoin de fluidité, de confort, de sécurité, et j'insiste, et de sécurité et de tranquillité. C'est parfois l'un des freins, je veux dire, à la fréquentation. Donc vous qui prétendez militer pour renforcer le report modal de l'automobile vers les transports en commun, vous devriez vous en féliciter. Donc, à tous égards, je veux dire, ce dispositif apporte des services aux communes et surtout à nos concitoyens. Surtout à nos concitoyens, semblait oublier, effectivement, et si vous craignez vraiment le problème d'identification, eh bien, on expliquera bien qui fait quoi. Mais quand vous me dites on devrait faire du social, excusez-moi, on est encore moins dans les compétences de la métropole. On fait à fond le logement, qui est notre responsabilité, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes,
mais très souvent d'ailleurs sur les questions sociales, voire sur la culture, puisque vous l'évoquez aussi, eh bien nous en faisons un peu, et ce n'est pas du tout dans nos blocs de compétences. Voilà. Donc cette confusion des compétences, vous pourriez me la développer à propos de toutes les initiatives de soutien dans le champ social ou dans le champ culturel. Et je ne vous ai pas entendu les contester depuis 2020, où nous avons avancé sur ces sujets, et vous auriez pu bien davantage le contester en disant que ça pouvait créer de la confusion entre les compétences. Voilà, donc ça montre bien qu'en fait, tous les arguments que vous avez utilisés sont complètement spéciaux et de circonstance. C'est plus fort que vous. Vous avez en aversion les dispositifs de lutte contre la délinquance. Voilà, ça ne vous plaît jamais. Trouvez toujours tous les prétextes, même les plus contradictoires, pour les contredire. Bon, je le regrette, mais vous n'êtes pas du tout en phase, ni avec les élus, quelle que soit leur sensibilité, mais simplement les élus qui sont en responsabilité, et moins encore en phase avec nos concitoyens. Je propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc seul le groupe uni vote contre. Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant au point numéro 4, le fonds vert, avec l'attribution d'une deuxième tranche. Monsieur Philippe Glaeser. Merci, Président. Donc, effectivement, un point sur le fonds de concours et le fonds vert. Attribution d'une deuxième tranche. Pour la deuxième commission d'attribution des fonds de concours, fonds vert pour l'année 2024, l'Eurométropole de Metz a reçu 47 dossiers, dont 27 au titre du fonds vert. La commission d'attribution s'est réunie le 3 juin 2024 et a rendu un avis favorable pour l'attribution d'un fonds de concours aux communes concernées pour un montant total de 913 934 €, dont 389 620 € au titre du fonds vert métropolitain, et propose donc l'affectation de ces montants sur l'autorisation de programme 2021-2026. En revanche, la Commission a émis un avis défavorable pour l'attribution d'un fonds de concours à 4 communes sur 6 dossiers, dont 4 au titre du fonds vert, sachant que sur ces 4 dossiers, 3 ont été ajournés en attente de compléments d'information pour pouvoir les repasser en commission. Le point acte également le renoncement du fonds de concours de la commune de Saint-Julien-les-Metz, conformément au règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours, pour un montant de 152 742 pour permettre la réalisation de travaux d'aménagement de voirie de compétences métropolitaines. Les deux motions sont en conséquence. Bien. Qui demande la parole? Qui vote contre? Ah oui, il y a deux motions. Première motion, oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Deuxième motion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité aussi. Alors on passe au point numéro 5, la modification de la répartition de l'actif et du passif du budget annexe eau potable entre la régie de l'eau de Metz Métropole et le CERM. La parole est à Patrick Grivel. Ah non, ah oui, c'est bon, ça marche. Merci, Président. Chers collègues, comme vous le savez, la compétence eau potable a été transférée à l'Eurométropole de Metz au 1er janvier 2018 avec le passage de la communauté d'agglomération en métropole. Par délibération du Conseil métropolitain du 12 décembre 2022, le budget annexe eau potable a été dissous après l'intégration de l'ensemble des communes au sein de l'une des deux structures assurant l'exercice de la compétence eau potable, le CERM, donc le syndicat des eaux de la région Messine, ou le REM, Régie de l'eau de Metz Métropole. Suite à cette dissolution, le résultat du budget annexe eau potable constaté fin 2022 a été réparti entre ces deux structures, de même que l'actif et le passif de ce budget annexe. Cependant, une erreur ayant été constatée dans la répartition de l'actif et du passif entre les deux structures, il est proposé de modifier le tableau de répartition selon le document annexé. La répartition du résultat est quant à elle inchangée. Aussi, il est proposé au Conseil métropolitain d'acter la modification de la répartition de l'actif et du passif du budget annexe eau potable entre la régie de l'eau de Metz Métropole et le syndicat des eaux de la région Messine, présenté dans le tableau joint en annexe de cette délibération. Les commissions consultées, commissions ressources, stratégie et bureau, la motion est en conséquence. Merci.
a-t-il de demandes d'intervention? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, budget supplémentaire 2024, création et modification des autorisations de programme et des crédits de paiement. Monsieur Patrick Grivel. Merci, Président. Mes chers collègues, comme vous le savez, le budget supplémentaire est une décision modificative du budget primitif, qui a pour objet premier la reprise du résultat de l'année antérieure, constaté lors du compte administratif, ainsi que l'intégration des restes à réaliser. De plus, comme toute décision modificative, il permet également d'ajuster les prévisions réalisées lors du budget primitif. À l'occasion du budget supplémentaire sont également proposés, dans une motion distincte, les ajustements des autorisations de programme et des crédits de paiement. Alors, quels sont les principaux éléments de ce BS? L'excédent à fin 2023, qui s'est élevé à 18 millions d'euros, augmenté des 3 millions d'indemnités perçues par le Centre Pompidou de Metz dans le cadre du contentieux relatif aux désordres intervenus lors de sa construction, permet de financer l'accélération des projets phares de la mandature. En outre, CBS ne fait l'objet que de peu d'ajustements techniques. Il est à noter que les restes à réaliser issus de 2023 sont en forte baisse grâce à un meilleur taux d'exécution de l'exercice précédent et en raison de la création de nouvelles autorisations de programme en 2023 permettant de n'inscrire budgétairement que les crédits de l'exercice en cours et limitant ainsi les montants reportés. Le présent budget supplémentaire s'élève dans une présentation synthétique à 70 085 000 euros, soit une augmentation de 19% par rapport au budget primitif. En fonctionnement, les dépenses réelles sont proposées à hauteur de 4,48 millions d'euros et les dépenses d'ordre de 1,6 million d'euros, tandis que les recettes nouvelles s'élèvent à 23,23 millions d'euros, dont 18,42 millions de reprise de l'excédent de fonctionnement reporté. 17,17 millions d'autofinancement supplémentaires sont ainsi dégagés pour alimenter la section d'investissement. Alors, en investissement, les restes à réaliser, 8,94 millions d'euros en dépenses et 1,95 million d'euros en recettes, et le déficit antérieur, 10,82 millions d'euros, sont couverts par l'affectation du résultat de 17,81 millions d'euros. Par ailleurs, 25,29 millions de nouvelles dépenses sont ajoutées afin d'ajuster les enveloppes en fonction de l'avancement des projets inscrits au budget primitif. Nous verrons dans les diapositives suivantes le détail de ces projets. En parallèle, des recettes nouvelles sont inscrites à hauteur de 6,52 millions d'euros. Des mouvements d'ordre complètent ces inscriptions à hauteur de 2,54 millions d'euros en dépenses et 4,14 millions en recettes. Voici dans un premier temps donc les principales évolutions en matière de recettes. En fonctionnement, les recettes de fiscalité locale et de compensation sont ajustées selon les notifications d'imposition reçues, plus 1,2 million d'euros, soit plus 0,85% par rapport aux prévisions initiales. Ces ajustements concernent la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales, et les IFER, donc les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière. Divers ajustements sont par ailleurs effectués. La prise en compte des indemnités liées au protocole d'accord signé entre l'Eurométropole et plusieurs entreprises dans le cadre du contentieux relatif aux désordres intervenus lors de la construction du centre Pompidou-Metz à hauteur de 3,12 millions d'euros. Les recettes liées à l'activité des services sont également ajustées. Cela concerne par exemple les recettes liées au parking, plus 378 000 euros, et notamment de Mauduit suite à la mise en œuvre d'une refacturation au covolumier du parking. Enfin, en investissement, ce sont plus de 6,5 millions d'euros de recettes qui sont prévues. Cela concerne à la fois des ajustements et des nouvelles subventions perçues, aide à la pierre à hauteur de 700 000 euros, aménagement d'un parking de covoiturage à Metz-Nord pour 174 000 euros, ainsi que des remboursements d'autres collectivités, comme le remboursement de la ville de Metz prévu pour les travaux relatifs à l'installation de la serpentine et de l'éclairage public de la rue Serpenoise, 1,7 million d'euros. Compte tenu de ces évolutions, le BS n'emporte pas d'impact sur l'emprunt d'équilibre inscrit à hauteur de 24,46 millions d'euros lors du budget primitif. Dans un second temps, on passe aux principales évolutions en matière de dépenses par politique publique. Alors, en termes de politique publique, le BS permet de mettre l'accent sur la transition écologique et énergétique, que ce soit
par l'encouragement de la généralisation de la rénovation énergétique des bâtiments et des énergies, par le développement de mobilité durable ou encore par la préservation des espaces naturels. Tout d'abord, en matière d'aide à la rénovation énergétique aux particuliers, 80 000 € permettent d'abonder l'enveloppe définie dans le cadre du partenariat conclu avec l'Agence locale du Pays Messin pour accompagner les ménages dans la rénovation thermique de leur logement. De plus, la métropole met en place un fonds Air Bois destiné à apporter une aide financière aux ménages souhaitant remplacer leur appareil de chauffage à bois afin d'améliorer la qualité de l'air. À ce titre, 30 000 € sont prévus. Concernant la rénovation énergétique des bâtiments métropolitains, 237 000 € supplémentaires sont proposés qui permettront l'installation de panneaux photovoltaïques à la maison de l'archéologie préventive et à la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture, la réalisation d'une étude d'opportunité sur les possibilités d'équiper d'autres bâtiments en panneaux photovoltaïques, ainsi que des études concernant la rénovation de la toiture de l'auditorium du conservatoire et l'isolation de combles au musée. Enfin, ce n'est pas précisé sur la diapo, mais une enveloppe de 217 000 € est proposée pour l'installation de nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au parking Silo. Dans le cadre de la présentation des espaces naturels, l'aménagement du site du Mont-Saint-Quentin connaît aussi des avancées. Aussi, nouvelle AP relative à la phase 2 de sa sécurisation et de ses aménagements est créée à hauteur de 700 000 € sur la période de 2024-2028. 641 000 € de crédits supplémentaires correspondants sont ajoutés sur 2024 afin de permettre l'acquisition de la maison forestière, au vu de son état, pour la réalisation de diagnostics architecturaux et de travaux de sécurisation. Cela ne figure pas non plus sur la diapo, mais une augmentation de dépenses d'investissement en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est proposée, plus 352 000 €, afin notamment d'intégrer les travaux sur le parc du Gibon à Voipy. À la suite de la finalisation du PLUI et de son adoption lors du Conseil métropolitain du 3 juin dernier, une nouvelle autorisation de programme est d'ores et déjà créée à hauteur de 2 millions pour répondre au lancement de sa révision pour les exercices 2024 à 2027. Des crédits de paiement sont prévus à hauteur de 325 000 € pour l'année en cours. Enfin, 20 000 € sont également inscrits pour permettre le lancement de l'organisation en 2025 d'un forum des transitions écologiques métropolitains. En matière d'amélioration de la collecte et du traitement des déchets, les moyens dédiés à la compétence déchets est quant à eux renforcés à hauteur de 2,58 millions € en investissement. L'opération de renouvellement et de densification du parc de points d'apport volontaire nécessite l'inscription de 653 000 € supplémentaires afin de réaliser de nouveaux chantiers à Metz, Platteville, Voipy ou encore Saint-Julien-les-Metz. Dans le cadre de la conteneurisation des centres-villes de Metz et d'Ars-sur-Moselle, 474 000 € sont ajoutés afin d'acquérir de nouveaux bâtiments pour y installer des locaux à déchets. L'acquisition de nouveaux véhicules de collecte nécessite 195 000 € supplémentaires. Les travaux d'aménagement du centre technique métropolitain s'accélèrent. Ainsi, 829 000 € de crédits de paiement sont inscrits en sus, assortis d'une augmentation de l'autorisation de programme à hauteur de 1 million qui s'explique par l'actualisation des coûts et la survenance de certains aléas, portant ainsi l'enveloppe globale du projet à 11 millions. En parallèle, une autorisation d'engagement est créée en fonctionnement à hauteur de 500 000 € afin de procéder à la location de bâtiments modulaires qui permettront de loger les agents lors des travaux, dont 21 000 € de crédits sont mobilisés sur l'exercice 2024. 250 000 € supplémentaires sont inscrits pour l'acquisition de composteurs au vu de la multiplication des demandes des usagers, sous l'effet de la gratuité et des efforts de communication réalisés en la matière. Enfin, dans le cadre de l'augmentation du périmètre de l'expérimentation de la collecte des biodéchets, 190 000 € sont ajoutés pour acquérir des abris et des bacs de collecte, ainsi que 260 000 € en fonctionnement pour, d'une part, faire face à la hausse des tarifs d'incinération prévus par Aganis et, d'autre part, d'adapter les collectes à l'augmentation du nombre de points d'apport volontaires enterrés. Il s'agit également d'investir dans des mobilités durables. La mise en œuvre du plan vélo s'accélère et implique l'inscription de 668 000 € de crédits complémentaires pour la création d'un cheminement d'accès à la passerelle Graouli au parc de la Seille à Metz. Pour la création d'une troisième ligne de Métis,
3,80 millions d'euros sont ajoutés en crédit de paiement pour les infrastructures, dont 1,62 millions pour les études et 2,19 millions d'euros pour les travaux. Un montant complémentaire de 1,36 millions est par ailleurs proposé pour permettre le règlement des nouvelles avances relatives à l'acquisition de bus fonctionnement à l'hydrogène, et 420 000 euros sont nécessaires pour finaliser le remplacement du système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. L'autorisation de programme lié au prolongement de la ligne A du Métis voit son enveloppe globale ajustée de 8,525 000 euros, alors qu'elle était précédemment de 6,450, soit plus 2,75 millions d'euros. Cette hausse s'explique en partie par l'évolution du projet, mais aussi par la réalisation des prix intervenus depuis la création de l'AP. Aucun crédit supplémentaire n'est inscrit à ce BS. En matière de cohésion sociale et territoriale, les enveloppes PPI en matière de voirie et espaces publics sont réabondées de manière importante, plus de 2,28 millions d'euros, soit 1,19 sur l'ensemble des communes membres, avec notamment des travaux prévus à Magny et Chemin sous les Vignes à Metz, mais aussi au Ban-Saint-Martin, à Marieulles et à Moulins-les-Metz. 591 000 euros pour la mise en sécurité des routes métropolitaines et 496 000 euros pour la remise en état et le rattrapage des grands axes structurants, notamment pour la réfection de la M955 entre Mécleuve et Metz. Pour permettre la réfection des rues Serpenoise et La Doucette, une maîtrise d'ouvrage déléguée avec la ville de Metz est conclue à hauteur de 1,7 million d'euros, comprenant la réalisation de la serpentine ainsi que l'éclairage public, travaux réalisés par la métropole, mais pris en charge financièrement par la ville. Par ailleurs, en raison d'un nombre toujours plus élevé de dégâts au domaine public, 500 000 euros supplémentaires sont proposés pour procéder aux réparations. Cohésion sociale et territoriale, toujours, afin de répondre aux attentes de l'ensemble des habitants. La construction de la piscine métropolitaine nécessite un ajustement des crédits prévus en 2024 à hauteur de 3,74 millions d'euros. Cette modification des crédits de paiement, justifiée par un bon avancement de l'opération, est également assortie d'une augmentation de l'autorisation de programme de 4 millions, portant à 29,5 millions d'euros le coût de cette opération. Cette hausse se justifie par l'actualisation des coûts des travaux ainsi que du foncier. Le budget supplémentaire comprend également la création d'une autorisation d'engagement à hauteur de 500 000 euros pour la couverture de l'assurance dommage ouvrage relatif à l'équipement. Cette autorisation d'engagement ne mobilisera pas de crédit de paiement en 2024. En matière d'habitat et de logement, suite à la modification du règlement de versement d'avance de l'ANA concernant les aides à la pierre, 700 000 euros sont ajoutés en dépenses ainsi qu'en recettes. Par ailleurs, les inscriptions 2024 pour le versement des subventions dans le cadre du Fonds de solidarité et logement sont également ajustées, plus 300 000 euros, afin d'adapter les crédits au rythme de mandat plus élevé que les exercices précédents. Notre objectif est également de poursuivre notre appui à divers projets du territoire. En matière de dépenses extérieures, contre l'incendie, le partenariat conclu avec le SDIS pour la construction d'une nouvelle caserne à Blida entraîne une inscription nouvelle de 1 million. Ce montant comprend notamment l'acquisition du foncier ainsi que la réalisation d'études et de travaux divers, des clôtures, portails, amener des réseaux et les accès, conformément à la convention avec le 10, approuvée par la délibération du Conseil métropolitain en date du 18 mars dernier. Dans le domaine de l'accompagnement des communes, les crédits inscrits au BP 2024 pour le versement de fonds de concours sont ajustés à hauteur de 600 000 euros. Et cela n'apparaît pas sur cette diapositive, mais on a également rajouté une enveloppe de 85 000 euros supplémentaires pour permettre l'achat d'une scène mobile et le réassort de matériel de prêt aux communes. Dans le domaine économique et l'attractivité, l'Eurométropole poursuit son investissement pour l'emploi et la compétitivité de son territoire. Suite au rachat de parts de la ville de Metz au sein du capital de M3 Congrès, l'Eurométropole a vu son actionnariat passer de 40 à 90%. Par conséquent, sa participation financière au contrat relatif à l'entretien et à la maintenance du centre des congrès est augmentée de 106 000 euros. Le budget supplémentaire prévoit le renforcement de certains acteurs en matière de développement économique, dont l'association Initiative Metz, 80 000 euros,
dont l'objectif est d'accompagner et d'aider à la création d'entreprises sur le territoire, notamment pour l'octroi de prêts d'honneur. Une autorisation d'engagement de 240 000 € est créée afin de lancer le marché relatif à l'organisation du Marathon 2025. À ce titre, 30 000 € de crédits de paiement sont prévus au budget supplémentaire 2024. On va passer maintenant aux différents budgets annexes. On commence par le budget annexe transport public. Le budget supplémentaire 2024 du budget annexe transport intègre le résultat de l'exercice 2023 qui s'élève à 14,8 millions d'euros, qui est inscrit en recettes de fonctionnement. Les restes à réaliser 2023, 1,45 millions d'euros en dépenses et 130 000 € en recettes, et le déficit d'investissement de 5,64 millions d'euros sont couverts par l'affectation du résultat qui s'élève à 6,97 millions d'euros. En section de fonctionnement, l'ajustement principal concerne la rémunération du délégataire. En effet, un abonnement de 1,47 million est proposé afin d'y intégrer notamment les montants liés à la rémunération supplémentaire du délégataire suite à l'atteinte des objectifs de qualité de service en termes de validation, performance et productivité. Ainsi, le montant total se porterait pour 2024 à 53,9 millions d'euros. D'autres ajustements sont prévus, comme la mise à jour de la convention de la complémentarité de prix conclue avec la région Grand Est afin d'intégrer la commune de Lori-Mardini dans le périmètre, 70 000 €. Ou encore la location de 10 bus articulés pour permettre d'assurer le transport des usagers durant les travaux de création de la 3e ligne de Métis, 60 000 €. À noter la création d'une autorisation d'engagement au budget supplémentaire afin de permettre le lancement du futur marché d'exploitation de la navette fluviale Metso. D'un montant global de 5,2 millions d'euros sur 7 ans, elle ne mobilisera pas de crédits supplémentaires en 2025. En investissement, de nouvelles dépenses sont inscrites afin de tenir compte de l'avancée des projets votés dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. 3e ligne de Métis, 3,81 millions d'euros sont ajoutés en crédit de paiement, 1,62 millions pour les études et 2,19 millions pour les travaux. Un montant complémentaire de 1,36 million est proposé pour permettre le règlement des avances relatives à l'acquisition de bus fonctionnant à l'hydrogène et 420 000 € sont nécessaires pour finaliser le remplacement du système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. Sur le prolongement de la ligne A du Métis, aucun crédit supplémentaire n'est inscrit au BS. En revanche, l'autorisation de programme est augmentée de, comme ça a été dit précédemment, 2,75 millions d'euros en raison de la révision des prix ainsi de l'évolution du projet. 800 000 € supplémentaires sont proposés pour permettre d'assurer l'entretien des voiries Métis. Les opérations d'ordre inscrites en dépenses et en recettes à hauteur de 906 000 € permettront de procéder à l'intégration des frais d'études au titre de 2022 et 2023. L'ensemble de ces éléments permet d'annuler l'emprunt d'équilibre qui avait été inscrit au budget primitif à hauteur de 7 millions d'euros. Concernant le budget annexe archéologie préventive, le résultat 2023 du budget annexe présente un déficit global de 447 000 € qu'il convient d'intégrer au budget supplémentaire. Ainsi, 265 000 € sont inscrits en dépenses de fonctionnement et 179 000 € en investissement. Les ajustements proposés au présent budget supplémentaire concernent des dépenses supplémentaires afin de réaliser des chantiers de fouilles et de diagnostic supplémentaires à Metz ainsi qu'à Montigny à hauteur de 100 000 €. En parallèle, une recette de 40 000 € est inscrite au titre de prestations que le service va effectuer pour le service régional d'archéologie au titre de recollement de leur collection. En matière de dette, des crédits sont ajoutés en dépenses et en recettes sur le chapitre 16 en hauteur de 1,43 million, ainsi qu'en opérations d'ordre pour 50 000 € correspondant à des opérations de remboursement des emprunts, crédits long terme renouvelables. Ces opérations d'optimisation permettent de diminuer les charges de remboursement d'intérêts d'emprunt de 15 000 €. Afin d'assurer l'équilibre du dit budget, la subvention versée par le budget principal est augmentée de 565 000 € et s'établit désormais à 1,85 million d'euros. Le budget annexe zone en régie, Frescati. Le résultat global 2023 qui s'élève à 1,86 million est repris dans le cadre du budget supplémentaire à hauteur de 11 millions d'euros en fonctionnement et moins 9,14 millions d'euros en investissement.
Les principales variations concernent l'ajustement des recettes à cession à hauteur de moins 1,55 million d'euros afin de tenir compte de l'état d'avancement de certains projets, en particulier des ventes de terrain qui avaient été prévues au budget primitif. Compte tenu de ces résultats, l'avance du budget principal qui était inscrite au budget primitif à hauteur de 70 000 euros est supprimée. Enfin, le budget annexe déchetterie. Le budget supplémentaire prend en compte l'intégration des excédents qui s'élèvent pour 2023 à 1 047 000 euros en fonctionnement et 108 000 euros en investissement. La recette relative à la participation aux déchetteries est ajustée afin de tenir compte de l'évolution des populations municipales au 1er janvier 2024, soit 17 800 euros. Voilà, Monsieur le Président, ce que l'on pouvait dire de façon synthétique sur le budget supplémentaire 2024. Merci, voilà. Patrick Grivel, pour votre exposé complet, voilà. Mais qu'il le méritait. Et les deux motions sont en conséquence. Voilà, et qu'il le méritait, parce voilà. qu'effectivement, ce budget supplémentaire traduit bien nos ambitions, voilà, et méritait d'être pleinement exposé. Donc, qui demande la parole? Donc, Monsieur Roch. Et seulement Monsieur Roch. Non, et Monsieur Marchetti. Voilà, toujours en duo. Bon. Ce coup-ci, on commence par Monsieur Roch. Non, vous voulez pas parler, Monsieur Marchetti? Ah oui, bah, écoutez. Monsieur le Président, chers collègues, alors, on a essayé de vous enfuir sous les chiffres. Il n'y en a que 5 à retenir pourtant. Parce que depuis plusieurs semaines, nous ne cessons de vous alerter sur les dérives budgétaires de vos projets. Nous pensons bien sûr que la métropole doit agir et investir massivement dans notre territoire, et bien plus qu'elle ne le fait actuellement sur des projets d'avenir. Les pistes cyclables, le réseau de transport en commun, la cuisine centrale intercommunale, le développement du sport et de la culture notamment. Mais derrière la hausse des investissements de la métropole dont vous vous gargarisez, se cachent en fait des hausses de coûts pour des projets connus d'ores et déjà de tous, mais que vous gérez mal, que vous faites durer, ce qui engendre des coûts supplémentaires qui se comptent en millions d'euros, ce qui engendre en attendant un manque de services aux habitants. Alors, le premier chiffre, 2 millions. Comment explique-t-on qu'après avoir mis des millions d'euros dans un PLUI qui ne convient pas à certains maires, qui ne convient pas aux habitants, qui ne convient pas aux associations, dont vous avez refusé de prolonger la concertation, comment expliquer que nous ouvrons une nouvelle autorisation de programme de 2 millions d'euros pour la révision de ce PLUI? 5,2 millions d'euros. Que dire de la création d'une autorisation de programme pluriannuelle de 5,2 millions d'euros pour la navette fluviale, dont le coût était, on l'avoue, difficile à trouver jusque maintenant, mais on peut dire officiellement aujourd'hui et en toute transparence que la navette fluviale coûte un bras. Elle coûte très cher aux finances de notre métropole, bien plus que certaines lignes de bus, pour un service rendu bien moindre. 5 millions d'euros. Que dire, que penser du coût de la serpentine qui flambe de mois en mois et qui atteint aujourd'hui plus de 5 millions d'euros contre un budget estimé 2 fois moindre au début du projet? Vous entendez bien, 5 millions d'euros pour une rue. 21 millions d'euros. Comment expliquer que vous avez sous-estimé de plus de 21 millions d'euros le coût de prolongement de la ligne A et la création de la ligne C du Métis, estimé à 65 millions d'euros en 2021, oui, c'est vos chiffres, elle atteint aujourd'hui 86 millions d'euros sans aucune explication précise. 12 millions d'euros. Comment ne pas évoquer, en effet, la piscine de Voipy? Seule piscine métropolitaine payée avec l'argent de tous les contribuables de notre métropole pour l'investissement comme pour le fonctionnement, contrairement à toutes les piscines de Metz, à la piscine de Montigny par exemple. Vous n'avancez d'ailleurs toujours pas sur la métropolisation de ces piscines. Le coût de cette piscine part à la dérive. De 18 millions d'euros, on passe à 29,5 millions d'euros. Là aussi, mauvaise estimation des coûts, problématique de terrain dont on n'avait pas la connaissance.
Bref, ce soir, je pense surtout au maire de Montigny-les-Messes qui a réglé seul la facture d'investissement de sa piscine, entendez-nous bien, de 12 millions d'euros et qui paye encore seul les frais de fonctionnement et dont les contribuables vont aujourd'hui payer la piscine de Voipy et son coût exorbitant. Vous lui expliquez comment, Monsieur le Président, à votre premier VP, cette injustice de traitement. 5 projets, 5 dérives. Et l'inflation n'explique pas tout. Personne n'a connu ni les matériaux, ni le coût de la vie, une inflation de plus de 100%, comme certains de vos projets. Il va falloir argumenter sec et dur pour expliquer projet par projet la plus-value de ces augmentations, parce que visiblement, vous gérez les budgets prévisionnels au doigt mouillé. Je vous remercie. Monsieur Marchetti. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, effectivement, une fois n'est pas coutume, je reviendrai à nouveau sur la navette fluviale, un peu plus en détail. Nous avons déjà démontré que le coût par passager de la navette la place effectivement parmi les lignes les plus coûteuses du réseau de transport, 28 € par passager en reste à charge pour la collectivité, alors même qu'elle remplit un objectif touristique et non utilitaire. Vous nous engagez cette fois dans ce budget supplémentaire sur un engagement pluriannuel de 5,2 millions sur 7 ans. Donc première question, pourquoi passe-t-on d'un marché qui était annuel à un engagement pluriannuel? Va-t-on avoir un marché attribué pour plusieurs années au miroir de ces crédits? Deuxième question, qui porterait ce marché? La nouvelle CEMOP aura-t-elle vocation à continuer à porter le marché comme le faisait le MET, alors qu'elle devra se concentrer sur les besoins qui sont criants, et vous le savez aussi bien que nous, en matière de transport en commun? Troisième question, comment peut-on accepter de continuer à financer ce service à partir du versement mobilité? Nous le répétons et nous le répéterons à nouveau, ces 5 millions d'euros relèvent d'un budget tourisme, attractivité, pas d'un budget transport. Et vous dévoyez ce faisant ces 5 millions d'euros de leur véritable et utile destination au service des Messines et des Messins. Vous le dites vous-même, d'ailleurs, Monsieur le Président, dans la presse, nous sommes au maximum du versement transport des entreprises. Alors je vous donne une mesure simple et réaliste, sortez enfin ces 5 millions d'euros du budget annexe des transports où ils n'ont rien à faire. Redonnez 5 millions d'euros d'oxygène à ce budget annexe et aux usagers des transports en commun. Et pour finir, Monsieur le Président, chers collègues, je dis aussi cette intervention pour une autre raison, parce que à qui vont bénéficier en définitive ces 5 millions d'euros aujourd'hui? Est-on si sûr qu'ils bénéficient à la fréquentation touristique de notre métropole? Je pense au contraire, pour ma part, que les touristes auraient continué à fréquenter nos bateaux-mouches et à payer le tarif non subventionné sans impact majeur sur notre attractivité. La réponse n'est-elle pas plutôt que ces 5 millions d'euros bénéficient en premier lieu à l'attributaire du marché lui-même, qui est lui, du coup, bénéficiaire direct, effectivement, d'une rente de situation enviable, tant mieux pour lui, tant pis pour nous. Son activité, je résume, était privée, soumise aux aléas climatiques, touristiques. Elle devient largement subventionnée, sans risque commercial, et ce, pour plusieurs années. En conclusion, je crois que ce dispositif est dans l'ensemble bancal, coûteux, inefficient et inflationniste. Merci. Bien. Monsieur Roch, effectivement, comme Monsieur Marchetti, Monsieur Grivel a été assez long peut-être en temps de parole, mais certainement pas trop long, pour vous décrire un budget supplémentaire qui n'est qu'un budget supplémentaire, mais qui pourtant traduit bien toutes les ambitions de la métropole. Et notamment dans un sujet qui devrait vous concerner, en tout cas si j'en entends vos discours, qui est celui des transitions écologiques et énergétiques.
parle de l'aménagement du Mont-Saint-Quentin, de l'expérimentation de la collecte des biodéchets, de tous nos efforts pour améliorer la conteneurisation et pour accélérer les programmes de PAV. On parle du plan vélo, que vous nous reprochez d'ailleurs de négliger, alors que nous en faisons tellement plus qu'avant. Et un rythme accéléré, justement de la ligne 3 du Métis et du bus hydrogène, dont par ailleurs vous nous reprochez le surcoût, et puis également la cohésion sociale qui nous préoccupe à travers nos axes d'intervention. Je pense notamment au logement, qu'il s'agisse de l'aide à la pierre ou FSL. Je ne vais pas redécliner que nous faisons, mais comme toujours, vous ne parlez que de 5 chiffres. Très bien à quel point vous regardez toujours les sujets par le petit bout de la lorgnette et pour voir que l'angle critique. Voilà, ça me rappelle toujours ce proverbe chinois, hein, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Alors sur un certain nombre de surcoûts. D'abord, pour moi qui ai suivi à l'époque le chantier des lignes A et B du Métis, et qui est suivi un certain nombre de chantiers menés par la métropole ou la ville de Metz à l'époque, j'ai noté que dans une période bien moins inflationniste, les prix des travaux, eux, l'étaient. Nous sommes dans une période particulièrement inflationniste, et sur lequel, effectivement, un certain nombre de problèmes surgissent. Vous parlez de la piscine de Voipy, qui vraiment, là encore, on voit bout de la lorgnette. C'est la piscine de Voipy, vous l'avez dans le collimateur. Je viendrai sur la notion de piscine métropolitaine. Mais vous êtes de ceux qui nous expliquaient en permanence qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Eh bien, reconstruire la ville sur la ville, c'est beaucoup plus cher que de construire effectivement sur des espaces non artificialisés. Et si nous avions fait le choix de construire, même à Voipy ou à Saulny ou par là, ou à Lory, la piscine métropolitaine, effectivement, nous n'aurions pas eu tous les surcoûts qui sont entraînés par ce choix d'avoir décidé de construire la ville sur la ville, et en plus en la situant au cœur de nos transports en commun et de nos voies douces. Voilà. Et d'ailleurs, des voies douces qui, depuis Metz, sont totalement à repenser, de Metz en direction de Voipy. Sur la piscine métropolitaine, là encore, vous êtes terrible parce que vous cherchez toujours à opposer et à cliver. Sur les piscines, j'ai passé, presque 2 décennies à demander la métropolisation des piscines. J'ai même pensé, pour moi, un législateur qui était assez peu favorable aux compétences obligatoires, j'ai regretté que ce ne soit pas dans les compétences obligatoires. Donc, et mon prédécesseur à la mairie de Metz l'a toujours refusé. Parce que le centre de congrès ou d'autres choses était pour lui prioritaire. Et qu'on savait que dès lors, surtout si on prenait la compétence à la métropole en un bloc, eh bien on se rendrait vite compte que autant le nombre de piscines à Metz est suffisant pour la population messine, autant il est totalement insuffisant pour la population métropolitaine. Nous avons des enfants qui vont apprendre la natation à Boulay, à Pont-à-Mousson, voilà. Donc la réalité est là et depuis longtemps. Bon, j'ai souhaité effectivement que nous entrions progressivement dans la métropolisation, qui sera quelque chose de compliqué. Et effectivement, et les modalités, nous devons les voir. Parce que si la métropolisation consiste à faire comme nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on métropolise, mais les villes qui ont des piscines, Metz, Montigny-lès-Metz, Ars-sur-Moselle, se verront intégralement déduits de leur dotation de compensation le coût des piscines, et tous les Metz métropolitains auront les mêmes droits sur les piscines, mais ce sera toujours aux frais des contribuables de ces 3 villes. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à présent métropolisation,
prédécesseur à la mairie était plus préoccupé par la réalisation du centre de congrès que par un rééquilibrage. Et si c'est le cas, effectivement, je ne vois pas du tout l'intérêt d'une métropolisation pour Metz. Aujourd'hui, à Metz, les Messins payent moins cher la piscine parce qu'ils la payent avec leurs impôts. Si demain, ils continuent à la payer indirectement avec leurs impôts parce que c'est intégralement déduit de la dotation de compensation, mais que par contre, tous les autres peuvent y aller pour le même prix, excusez-moi, ce n'est pas très juste. Donc, ce n'est pas si simple. Le problème se posera d'ailleurs quand nous mettrons en service la piscine métropolitaine, de voir quels sont les modèles, voilà, comment on fera et quelles seront les relations financières et les financements, notamment sur au moins la compétence de la natation scolaire. Voilà, donc des sujets que nous aurons. Mais en attendant, il y avait une urgence absolue à développer les piscines. Et pour Metz, on est, j'allais dire, au taquet, et d'ailleurs dans l'incapacité d'en faire davantage. Les plus gros déficits de fonctionnement de Metz, c'est les piscines, suivis par la petite enfance, ou c'est peut-être dans l'autre ordre, mais enfin c'est à peu près du même ordre. Et ça se chiffre en millions d'euros, 4 millions d'euros pour chacune. L'urgence était à réaliser une nouvelle piscine. Et on l'a fait où? Pas à Voipy, parce que j'en étais l'ancien maire. On l'a fait en ayant fait une étude sur la présence des piscines et le manque. Et on a effectivement, il était identifié au terme de cette étude le premier déficit au nord de la métropole. Et on a déjà en tête, de toute façon, ce sera dans notre stratégie métropolitaine, d'en construire une au sud. Voilà. On a pris le parti aussi de ne pas construire une piscine olympique, que les sportifs nous demandaient, parce qu'il n'en a pas à Metz. Même la piscine Lothaire, il lui manque quelques centimètres pour être vraiment olympique, mais de favoriser le maillage de piscines sur le territoire pour favoriser l'apprentissage de la natation. Effectivement, mais si on l'avait construit dans des champs, et on le pouvait, ça aurait effectivement coûté moins cher. Sur la ligne C, je ne reviens pas sur les polémiques sur le temps. Oui, j'ai simplement dit, on attendra d'être propriétaire pour aménager. Ce n'est pas toujours ce qui a été fait. Et ça crée des situations juridiques extrêmement compliquées. Bon, et le temps, je peux le regretter, mais plus nous avançons d'année en année, plus tout est long. Voilà, plus les procédures sont longues. Et certains veulent toujours ajouter davantage de procédures et de délais de concertation, davantage de moyens de recours, davantage. Ce qui fait que nous mettons des années et toujours plus longtemps au fil des années à réaliser des projets, et avec d'ailleurs pas seulement des pertes de temps, mais des conséquences inflationnistes. Je suis le premier à le regretter, je peste tous les jours là-dessus. Mais je trouve que vous êtes très mal placé pour en critiquer les conséquences, parce que vous trouvez qu'il n'y a jamais assez de procédures, de réglementation et de délais. Alors, il y a votre obsession, effectivement, la navette fluviale. Vous n'aimez pas l'eau. Voilà, je n'aimais pas l'eau, je ne sais pas si vous faites une allergie. Je me souviens de votre critique du jet d'eau de Metz sur le plan d'eau, quand vous avez dit mais pourquoi faire un jet d'eau juste pour faire beau? Vous avez dit effectivement, pourquoi faire beau quand on pourrait faire moche, quoi. Je veux dire en termes d'attractivité, mais surtout, tout écolo que vous revendiquez, vous ne savez même pas que oxygéner l'eau a beaucoup de vertus écologiques. Et que l'oxygénation de l'eau par ce plan d'eau a permis le développement de la biodiversité dans ce plan d'eau, de demander, je veux dire, aux vrais écologistes, c'est-à-dire aux naturalistes, ils vous l'expliqueront si vous ne le saviez pas. Donc, par ailleurs, cette dissociation totale entre les transports en commun pendulaires et les transports en commun touristiques est absurde. Il y a vous qui l'a faites. Dans aucune des grandes villes, vous savez, les touristes prennent aussi le métro à Paris. Et vous savez, quand on a fait les navettes gratuites de centre-ville, quand on a fait, c'est pas moi qui les ai mises en place, ça s'est fait quand Jean-Luc Baul était président et Dominique Gros, maire de Metz, et qui a milité pour cette solution, on nous a présenté à la métropole l'intérêt d'abord pour les touristes qui allaient pouvoir aller du centre Pompidou au cœur historique de la ville. Alors, ce qui vaut dans un cas ne vaut plus pour les autres. C'est-à-dire, il faudrait effectivement que nous nous affirmions, à moins que vous ne vouliez pas, comme une grande destination touristique. On travaille tous à cela. Sauf que, vous vous rendez compte, des transports en commun qui pourraient bénéficier à des touristes,
Quel contresens. Donc, par ailleurs, dès lors que nous allongeons la ligne, effectivement, qu'on ne s'arrête pas simplement à l'allonger et qu'on l'allonge, eh bien, il y a effectivement de plus en plus de pendulaires dessus. Voilà. Et que même s'ils prennent le bus ou la voiture à d'autres moments de l'année, ils sont très heureux, quand ils le peuvent, d'emprunter le métro. Par ailleurs, les amateurs de vélo l'aiment beaucoup aussi. Regardez simplement la page Facebook de Metz à vélo. L'apprécient aussi parce que c'est le seul mode de transport en commun qui permet justement la multimodalité, je veux dire, avec le vélo. Donc, mais chez vous, c'est obsessionnel. Vous le combattez depuis la campagne électorale, depuis même que nous le mettions en œuvre. Navette fluviale, il en existe à Bordeaux. C'était là, voir l'exemple. Bon, c'était du temps d'Alain Juppé, mais je ne pense pas que la municipalité l'ait supprimé. Il y en a à Nantes. Je veux dire, qui ne me semble pas, voilà, donc ce n'est pas connoté politiquement. Mais chez vous, c'est une vraie obsession. Et par ailleurs, de façon générale, vous n'avez pas compris toute l'intérêt pour nos propres concitoyens d'utiliser davantage, de regarder davantage l'eau, de mettre davantage en valeur l'eau. Et ce n'est pas seulement pour les touristes. Le nombre d'habitants qui ont découvert Metz et les communes de la vallée de la Moselle par bateau, qui n'avaient aucune occasion de le faire avant, parce qu'en pédalant, on ne va pas très loin, qu'avec le tourisme fluvial que vous évoquez, c'était que les groupes. Et donc, nous avons démocratisé l'accès à l'eau. Et c'est un immense succès populaire, ne vous en déplaise. Et au bénéfice d'abord des habitants de la métropole. C'est un immense succès qui ne se dément pas. Vous n'y êtes pas sensible, c'est votre affaire, mais nos habitants le sont. Alors, effectivement, pourquoi prolonger? Pourquoi inscrire des investissements? Parce que on a expérimenté, mais il faut investir. Et qu'on ne peut pas investir si ce n'est pas dans la durée. Aujourd'hui, réinvestir dans des bateaux, vous ne pouvez pas demander à quelques compagnies que ce soit, et on les met en concurrence, d'investir dans un bateau pour servir 1 an ou 2 ans. C'est juste pas possible. Tant que nous ne pouvons pas avoir d'investissement si ça ne s'inscrit pas dans une certaine durée. Après ça, la question de savoir si c'est intégré ou pas dans la CEMOP, ça peut être dissocié. C'est dissocié, d'ailleurs, dans la présentation, c'est parfaitement dissocié. Après, dans les modalités, ça peut être ou ne pas être, mais c'est dissocié dans l'appel d'offres. Donc, voilà, donc en dehors de vos obsessions, dire qu'ils sont... Ah oui, et puis il y a bien sûr la rue Serpenoise et la rue d'Adoucette. Là aussi, pourquoi faire beau quand on peut faire moche? C'était tellement mieux quand on avait ces moches pavés, d'ailleurs, qui étaient dalles, qui étaient changés à fréquence régulière et qui étaient complètement rustinés par du goudron. C'était tellement mieux pour la rue présentée, qui est la rue vitrine de Metz et de sa métropole, l'équivalent de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux ou de l'avenue Montaigne à Paris, et qui était absolument moche et dont d'ailleurs la mauvaise qualité contribuait, c'était hélas pas le seul facteur. Je veux dire, de la dégradation de la présence commerciale. On a suffisamment évoqué le développement des grandes surfaces périphériques, des commerces, etc., donc les grands facteurs, mais effectivement, pendant longtemps, la rue n'avait pas besoin d'être belle, les gens y allaient pour les commerces. Aujourd'hui, nous faisons le pari que les gens, et c'est le cas dans beaucoup de centres-villes, les gens ne viennent plus aujourd'hui dans les centres-villes pour l'offre commerciale, ils ont davantage souvent en périphérie. Excusez-moi, vous allez à Marc Avenue, vous avez au moins autant d'offres vestimentaires que vous en avez dans le centre-ville de Metz. Par contre, ils n'ont pas la cathédrale, ils n'ont pas le plan d'eau, ils n'ont pas les musées, ils n'ont pas l'animation, ils n'ont pas l'ambiance des terrasses. Voilà, et c'est la qualité de la ville qui fait en fait son attractivité. Et avoir l'artère principale qui soit moche plutôt que belle. Et donc le pari, c'est que cette rue soit attractive pour elle-même, presque indépendamment des commerces qui l'abordent. Voilà. Et on pouvait faire juste un projet avec juste un peu de pavé, comme ça a été fait avant, les remplaçant régulièrement, et éventuellement quelques plantes à négocier avec l'ABF. Bon, on serait tombé à côté de l'objectif.
Donc, il ne suffit pas de se lamenter en permanence sur la désertification et le déclin du centre-ville sans avoir aucune ambition et en essayant de combattre toutes les ambitions, je veux dire, pour lui redonner du lustre. Là encore, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris. Moi, je vous attends, je veux dire, le jour de l'inauguration et vous verrez effectivement que la vérité sera éclatante. Sur ce, je propose que nous passions au vote. Donc, qui vote contre? Alors, la première motion, qui vote contre? Le groupe Uni et le groupe RN. Qui s'abstient? Et donc, tous les autres votent pour. Sur la deuxième motion, qui vote contre? Les deux mêmes groupes. Qui s'abstient? Donc, les autres votent pour. Donc on passe au point numéro 7, l'institution d'un droit de préemption urbain renforcé dans le périmètre de l'ORT. La parole est à Pierre Fachot. Merci Président, chers collègues. L'Eurométropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme, est compétente de plein droit en matière de droit de préemption. Pour rappel, le DPU est un outil de maîtrise foncière qui permet de se substituer à l'acquéreur éventuel d'un bien immobilier en cours d'aliénation dans un secteur préalablement défini en vue de la réalisation d'un projet ou d'une opération d'aménagement. Toutefois, le DPU n'est pas applicable à l'aliénation ou cession de certaines catégories de biens, notamment les lots de copropriété. Ces biens peuvent toutefois être soumis au DPU par l'institution d'un DPU dit renforcé. Depuis 2022, l'Eurométropole de Metz s'est engagée dans une démarche d'opération de revitalisation de territoire, appelée ORT, afin de revitaliser les centres-villes des communes d'Ars-sur-Moselle, Longeville-les-Metz, Montigny-les-Metz, Moulins-les-Metz et Voipy, avec comme objectifs principaux la rénovation de l'habitat et l'attractivité commerciale des centres-villes. Afin de répondre à ces objectifs et mettre en œuvre les orientations stratégiques et les actions opérationnelles définies par la Convention ORT, il convient de renforcer le DPU sur les périmètres ORT afin de pouvoir intervenir notamment sur les aliénations des biens soumis au régime de la copropriété. La motion est en conséquence. Merci. Tu le demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et nous passons au point suivant, qui est la ligne A, le prolongement de la ligne A du Métis avec l'engagement de la procédure de DUP. La parole est à Béatrice Agamemnon. Merci Président. On a une présentation pour illustrer les propos que je vais tenir. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait fait le même exercice en présentant l'évolution du dossier Métis C. À l'époque, on vous avait dit qu'a priori, il n'y avait pas besoin de faire une déclaration d'utilité publique pour la ligne Métis A, puisqu'on n'avait pas de souci de foncier. Mais il se trouve qu'on a quelques demandes, et notamment de propriétaires terriens au niveau de l'hôpital Robert Schuman, que je vais vous expliquer, et qui nécessite qu'on ait une déclaration d'utilité publique pour avoir un arrêté d'expropriation qui est demandé par ces propriétaires à titre fiscal notamment. Alors, le rappel du projet Ligne Métis, on en a déjà parlé. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un bus à haut niveau de service et qui dessert 5000 emplois supplémentaires. Haut niveau de service veut dire avec une fréquence de circulation importante, de 5h30 à minuit, avec un bus toutes les 20 minutes, puisque le Métis fera l'objet d'une antenne qui desservira Schuman et le reste sera
au niveau du Cora. L'objectif de cette ligne supplémentaire, c'est aussi de permettre la desserte d'un certain nombre de pôles d'intérêt que sont la rue de Sarre, avec tous les plateaux médicaux que vous connaissez tous, Stellantis, qui fera à l'occasion de ce projet une entrée sur le côté avec un arrêt dédié, et l'hôpital Robert Schuman, et bien sûr l'Actipôle qui est avant l'hôpital Robert Schuman. Et bien entendu, avec ce Métis, eh bien, on pourra interconnecter sur l'ensemble des autres lignes, le A, le B et bien sûr le C à construire. Alors ce projet s'accompagne d'un aménagement d'un parking relais et d'un parc de covoiturage qui sera à proximité, vous voyez les traits violets, donc après le giratoire et qui est sur la RD 603, un petit peu au nord, vous voyez un petit point bleu, et bien là on aura ce fameux parking relais de 300 places à terme qui nous permettra d'utiliser le bus avec un billet de stationnement inclus dedans. Alors le projet concerté, alors ce projet a fait l'objet d'une phase de concertation préalable qui a été assez conséquente entre novembre 2021 et janvier 2022. Donc on avait fait des réunions publiques, des permanences en mairie, des expositions. J'avoue qu'il n'y avait pas une tonne de personnes lors de ces réunions publiques, mais on avait les représentants notamment de l'hôpital Schuman qui étaient très heureux d'avoir cette liaison qui est très demandée par notamment les patients et les personnes qui visitent des personnes en hôpital, mais aussi par leurs employés, parce qu'il faut savoir qu'avec le Métis A et cette prolongation, eh bien, Schuman et ces deux sites de Belle-Île et Schuman seront reliés en direct par un bus à haut niveau de service. On a eu 72 contributions écrites sur ce projet, principalement des avis en faveur de ce projet, avec quelques questions bien entendu de détails, comment allait être le tracé plus particulièrement, comment allaient être les aménagements, et puis quelle était surtout la place du vélo dans le cadre de ce dossier. Alors la déclaration d'utilité publique, la procédure s'est déroulée comme celle pour le C. Donc il y a un commissaire enquêteur qui a été désigné, qui pourra être désigné par le tribunal administratif. Alors le Métis C, c'est un très gros dossier, donc il y avait une commission d'enquête avec 3 commissaires enquêteurs. Là, vu la nature du dossier, puisque ce n'est qu'une prolongation d'un projet existant, on pense qu'il n'y en aura qu'un. Et donc, une fois que le tribunal administratif aura désigné ce commissaire enquêteur, eh bien, il y aura un arrêté préfectoral qui définira les modalités d'organisation de l'enquête. Donc, l'enquête, vous connaissez le principe. On présente le projet au public. On présente les impacts du dossier, les alternatives s'il y en avait. Et puis l'objectif, c'est que chacun s'exprime, puisque j'ai déjà dit ici, une enquête publique, c'est le plus bel exercice de démocratie qu'on puisse trouver. Une fois que le mois d'enquête aura été réalisé, eh bien, on aura un avis du commissaire enquêteur et puis bien entendu l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Alors pourquoi on aurait une déclaration d'utilité publique? Tout simplement parce que nous pensons que ce dossier est utile pour le collectif, donc qui permettra de renforcer l'attractivité du réseau de transport collectif de la métropole, et surtout il permet d'engager le report modal vers les transports collectifs et avoir une meilleure efficacité de ces transports. Alors c'est d'autant plus important que vous avez déjà entendu des sujets type ZFE, zone à faible émission, donc il faut proposer à nos concitoyens à terme des alternatives à la voiture, et puis avoir un bus à haut niveau de service, eh bien c'est signe aussi de modernité, de performance, et ça permet aussi de convertir un certain nombre de personnes au transport public, alors qu'en temps normal, ils n'iraient pas. L'avantage d'un bus à haut niveau de service, c'est que vous avez aussi un temps de parcours qui est bien entendu
garantie, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les lignes, et avec des stations de bus qui desservent les lieux principaux d'activité, avec une insertion qui est soignée. Et bien entendu, on a le sujet de la disponibilité en matière de stationnement, c'est quelque chose auquel on a veillé. Et c'est notamment pour cela que la variante rue de Sarre, qui avait été évoquée à un moment, n'a pas été retenue, parce que ça voulait dire supprimer quasiment toutes les places de stationnement rue de Sarre. Et j'imagine que tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans ce secteur n'auraient pas vraiment apprécié ce choix. Sur la qualité urbaine, eh bien, ça permet à un bus à haut niveau de service de requalifier l'ensemble de l'espace public. Donc c'est au-delà d'un projet de transport, c'est un projet d'aménagement urbain. Et ça va permettre aussi, dans le cadre de ce dossier-là, d'insérer une nouvelle piste cyclable avec aussi des aménagements paysagers de qualité. Le projet de prolongation du Métissa, donc voilà, vous avez le bilan et les raisons qui nous poussent à proposer aussi ce dossier. Donc c'est un projet qui a fait l'objet d'une étude environnementale volontaire. On n'était pas tenu par la réglementation, mais on a souhaité s'y attacher, et notamment travailler aussi sur la qualité paysagère de l'ensemble des espaces avec une insertion de qualité. Alors, je l'ai déjà parlé, hein, les modes durables, la végétalisation. Donc, on aura aujourd'hui, dans le cadre des études projets qui sont bien sûr en cours, eh bien, on a un bilan de 33 arbres supplémentaires. Et vous connaissez les pratiques de plantation au niveau de la ville de Metz. Eh bien, maintenant, on plante le bon arbre au bon endroit et surtout avec l'espèce adaptée au réchauffement climatique qui est la nôtre. Et puis, sur l'intégration paysagère, bien sûr, on prend en compte l'ensemble des milieux traversés. Et ce sera aussi une opportunité de requalifier l'entrée de ville, et notamment le giratoire que je vous montrais tout à l'heure sur la RD 603, qui est une espèce de no man's land et qui pourra être qualifié à cette occasion. Alors, par rapport au projet de prolongement du Métissa, bien, comme je le disais en introduction, il nécessite des acquisitions foncières. Alors, il nécessite des acquisitions foncières de plusieurs types. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, lorsque le Métis a été réalisé et les travaux de l'hôpital Schumann avaient été envisagés, eh bien, des terrains ont été pris pour pouvoir faire les travaux en temps et en heure, et en indiquant aux propriétaires concernés que la régularisation se ferait ultérieurement. Or, aujourd'hui, cette régularisation n'a toujours pas été faite. Et il s'avère que ce sont les mêmes propriétaires qui ont les terrains à côté sur lesquels notamment nos P+R doivent être implantés et notre parking relais. Et donc, ceci explique aussi pourquoi on passe en déclaration d'utilité publique en vue d'avoir une phase d'expropriation. Et donc, aujourd'hui, on a 23 parcelles qui sont impactées par le projet de prolongation du Métissa et 19 parcelles privées qui sont bloquantes et dont l'achat est nécessaire pour pouvoir faire le parking relais. Donc, à court terme, en attendant l'expro, eh bien, on fera l'ensemble des travaux et on fera la traversée du giratoire. Donc, on aura un projet traversant le giratoire et le parking relais, la station correspondante, un petit peu en décalé. Si, bien sûr, ça ne se passe pas bien et qu'on ne passe pas à l'amiable, ce n'est pas parce qu'on passe en expro qu'on ne peut pas passer à l'amiable en parallèle. Voilà. Et je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien la procédure, on a une déclaration d'utilité publique et après, on lance une enquête parcellaire qui définit exactement les terrains qui sont achetés et après, on procède à l'expropriation en tant que telle. Alors, il y a eu des questions tout à l'heure sur le coût des travaux. Bien, voilà le coût des travaux tel qu'il est aujourd'hui envisagé. Donc, on a un projet à 8,5 millions hors taxe. Alors, on est en valeur juin 2024. Ce que je peux vous dire en termes de différentiel de coûts, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a tous les sujets liés aux augmentations des indices TP qui sont à prendre en compte. Et là, c'est 976 712 000 euros.
Donc c'est presque 1 million d'euros supplémentaires hors taxe, rien que lié à l'augmentation des indices de travaux publics. Donc tous les chantiers sont indexés lorsqu'on les lance. Mais on a aussi une évolution à la fois du périmètre, puisque on a la desserte de Stellantis avec notamment une station supplémentaire. Donc le périmètre, c'est 650 000 euros de plus. La station supplémentaire, notamment au niveau de Stellantis, c'est 180 000 euros de plus. On a une grosse enveloppe de verdissement à presque un demi-million. Et puis, on a les pistes cyclables bidirectionnelles qu'on fait notamment au niveau des Cloutiers et du Champ-Montois, qui à L2 font presque 380 000 euros supplémentaires par rapport au projet qui avait pu être évoqué ultérieurement. Je rajoute aussi le barriérage du P+R, parce que beaucoup d'élus notamment nous ont signalé qu'un parking gratuit à proximité de Schuman, s'il n'était pas contrôlé, risquait d'être utilisé par les usagers de Schuman. Donc effectivement, le P+R sera contrôlé et donc on devra prendre un ticket métis pour entrer et pour sortir. Voilà, alors la dernière diapo pour finir et faire court. Vous avez les dates et le planning prévisionnel de cette procédure de DUP. Donc on vous présente aujourd'hui le projet de DUP. Si vous l'approuvez, eh bien, on pourra le lancer, le déposer auprès des services de l'État. On attend une désignation du commissaire enquêteur à la mi-septembre, à la rentrée, parce qu'en général, pendant l'été, il n'y a pas de désignation. Et l'enquête publique devrait être lancée mi-octobre pour un délai d'1 mois. Et on attend un arrêté de DUP courant avril 2025. Alors ça, c'est bien entendu, si on a un avis favorable de la commission d'enquête, vu tous les comptes rendus de réunions, rencontres et échanges avec les riverains et puis les personnes intéressées. Je ne vois pas pourquoi on n'aura pas de déclaration d'utilité publique, mais c'est la procédure. Et donc, on vous donne un planning qui est le plus favorable d'entre tous. Ça n'empêche que sur le projet Métissa, on a les terrains et on n'est pas contraint par ces acquisitions foncières, sauf pour la fin du projet. Et donc, les travaux commenceront d'ici là. Et la délibération est en conséquence. Et je vous remercie. Merci, Madame Agamemnon. Quelqu'un demande la parole? Personne ne la demande. Bien. Qui vote? Ah, pardon. Ah oui, oui. Monsieur Cédric Goutte. Merci, Président. Alors, je suis très surpris. Je pensais avoir au moins une intervention de M. Marchetti et de M. Roch, parce qu'on a un bel exemple pour éviter notamment un budget supplémentaire. Parce qu'il faut juste savoir, parce que quand j'ai pris en charge notamment l'aménagement, on a fait, et il faut demander à l'ancien vice-président chargé des transports, on a fait la voie sur un terrain qui ne nous appartient pas, et on regarde le problème après. C'est-à-dire que le budget n'est pas géré directement, on fait l'ensemble des travaux, mais on n'achète pas forcément le bien. C'est bien surprenant, mais c'est vrai que ça aurait été un bon exemple pour éviter un BS supplémentaire pour cette organisation. Je suis surpris que ça n'a pas été proposé par M. Roch ou M. Marchetti. Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, contre 2. Voilà. Groupe RN. Qui s'abstient? Tous les autres votent pour. Je vous remercie. Point numéro 9, l'adoption des statuts du futur syndicat mixte des étangs de Saint-Rémy. Monsieur Bernard Staude. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'Eurométropole de Metz et la communauté de communes Rives de Moselle ont souhaité s'associer pour mener ensemble un projet de requalification et d'aménagement des étangs de Saint-Rémy. L'Eurométropole de Metz et la communauté de communes Rives de Moselle entendent tous aujourd'hui renforcer leur partenariat et constituer dès 2025 un syndicat mixte regroupant les deux collectivités. Le futur syndicat mixte sera chargé de mettre en œuvre le projet. Une fois
acquise la propriété des terrains, c'est-à-dire de porter les investissements et de réaliser les travaux. C'est lui également qui, à terme, assurera la gestion et l'animation du site. Les présents statuts du syndicat mixte ont pour objet de définir les missions qui seront confiées au syndicat mixte, de préciser les conditions d'organisation et de gouvernance et de déterminer les rôles et l'engagement des deux collectivités dans le pilotage et la mise en œuvre de ces actions, ainsi que des modalités de prise en charge des frais ainsi engagés. La motion est en conséquence. Merci, Monsieur Staude. Qui demande la parole? Personne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je voudrais simplement dire à cette occasion que je suis très heureux que nous commencions une coopération très institutionnalisée avec la communauté de communes de Rive-de-Moselle. J'ai entendu énormément de discours sur la nécessité de coopérer, voire d'intégrer le nord de la métropole présenté comme riche et donc intéressant pour partager les chartes de centralité. Je voudrais juste dire que on n'engage jamais des coopérations de façon unilatérale et jamais des coopérations si elles ne sont pas gagnant-gagnant et qu'on fait comprendre à l'intéressé que ce n'est pas ses problèmes, mais simplement son argent qui nous intéresse, et que la meilleure façon d'engager la coopération, c'est de trouver à la fois des intérêts communs, mais surtout de mettre en œuvre des projets communs. Et nous en avons un magnifique avec celui-là, donc je suis très heureux que nous l'engagions. On avait voté, je crois, déjà. Bon. Donc, le point 10, c'est la communication des délibérations prises par le bureau. Et le point numéro 11, la communication des décisions prises par l'exécutif. Par ailleurs, nous avons été saisis d'une question de M. Denis Marchetti et donc je l'invite à poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question est la suivante. Pouvez-vous nous fournir un point d'étape détaillé sur l'avancement de l'écosystème hydrogène, calendrier de fourniture de l'électrolyseur, d'implantation de l'usine d'hydrogène, phase d'enquête publique, d'études environnementales, etc. Deuxièmement, le lieu d'implantation précis sur la base de Frascati est-il définitivement arrêté et où précisément? Troisièmement, quand aura-t-on une réponse de l'ADEME au sujet du subventionnement du projet attendu depuis 2 ans? Merci. La réponse est pas très complète. Oui. Bah oui, mais bon. Bien. Alors, nous avons déposé notre dossier de candidature appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène de l'ADEME en septembre 2023. À cette date, l'ADEME prévoyait l'annonce des lauréats validés par un comité ministériel en janvier 2024 et la signature des conventions de financement en juin de la même année. En janvier, l'ADEME a finalisé la phase d'éligibilité visant à s'assurer que les dossiers sont complets et effectivement éligibles aux conditions d'appel à projet. Notre dossier a passé cette phase et est donc entré en phase d'instruction. À cette date, l'ADEME maintenait toujours son objectif de signature des conventions de financement avec le lauréat en juin 2024. Lors de la phase d'instruction, l'ADEME a analysé de manière approfondie les dossiers éligibles et a réalisé un classement. Elle a ensuite transmis cette analyse et ce classement en avril-mai à un comité interministériel pour validation définitive. Et dans le contexte actuel, ni les candidats ni l'ADEME n'ont de visibilité sur les détails de la réponse de ce comité interministériel. Voilà. Et pour réunir un comité interministériel, il faudra un gouvernement. Voilà. Donc moi, je regrette depuis le départ, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2020, l'absence de visibilité totale sur ce dossier et un très fort décalage entre les discours de soutien à la transition hydrogène et en fait les décisions, ou plutôt les non-décisions concrètes du gouvernement. Alors par contre, sur les questions
que vous me posez sur le calendrier, sur la fourniture de l'électrolyseur. Je n'ai pas le calendrier précis, je ne sais pas si on l'a, si vous pouvez... Bon, l'hydrolyseur vient d'être commandé et sur l'implantation de l'usine d'hydrogène, études publiques, etc., nous le... C'est sur une parcelle à Frescatier, nous le faisons de face... Oui, je sais, je regrette, je dis au service. Oui, oui, et on se calme, monsieur Roch. On se calme, monsieur Roch. Voilà. Non, mais je peux compléter peut-être la question, si vous me permettez, Monsieur le Président. En fait, effectivement, sur la question du calendrier, ça vient en écho à une discussion que nous avons eue en commission énergie, dans laquelle il nous a été expliqué qu'il n'y aurait pas d'enquête publique. Non, parce que me semble-t-il, je parle sans les éléments techniques des services, mais la puissance effectivement très modérée de l'électrolyseur, me semble-t-il, ne requiert pas la procédure que vous réclamez. Je parle sous le contrôle des services. Voilà. Si je peux me permettre, et donc les procédures sont assez lourdes pour que nous ne nous créions pas nous-mêmes, je veux dire, de nouvelles contraintes quand la réglementation ne les impose pas. J'entends ça, j'apporte la nuance. La nuance qui nous a été expliquée, c'est qu'il n'y aurait pas d'enquête publique à la mise en place de l'électrolyseur et de l'usine d'hydrogène, puisqu'à ce moment-là, il n'y aurait pas le stockage d'hydrogène qui déclenche les seuils d'enquête publique, mais que celle-ci aurait lieu dans un deuxième temps, puisqu'il était aussi indiqué dans cette commission qu'on savait déjà qu'on dépasserait ces seuils assez rapidement en montant en puissance, puisque c'est une installation qui va monter en puissance dans les 2 ou 3 années qui suivront la mise en place. Donc de ce point de vue, je voudrais quand même alerter. Je reprends d'ailleurs les mots de Madame Agamemnon qui parlait tout à l'heure de l'enquête publique comme un exercice de démocratie absolument fondamental. Je la rejoins. Et je pense que s'il doit y avoir une enquête publique sur l'installation de cette usine d'hydrogène, elle doit être faite dès le départ et pas au milieu du gué, une fois que cette station sera installée et qu'elle aura commencé à produire ses effets. Je pense que c'est une mesure essentielle de rétablissement de la confiance des gens et des citoyens envers les institutions. Alors, je sais, Monsieur Marchetti, que vous aimez, je veux dire, les procédures et les réglementations. Et là, je parle effectivement sans les éléments techniques en ma possession, mais je sais quand même que nous sommes en dessous du seuil et que nous pourrions effectivement le dépasser avec un autre électrolyseur, mais que nous n'installerons pas nécessairement l'électrolyseur au même endroit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, là, nous en avons besoin pour alimenter la ligne 3 du Métis, la ligne C, mais que si la capacité s'avère insuffisante et qu'il faille à un moment, selon les choix que nous ne ferons pas forcément, par exemple sur les lignes A et B, est-ce qu'on fera de l'hydrogène ou du tout électrique sur les lignes A et B? Si nous avons besoin autrement d'un surcroît de production, par exemple, sur les BOM, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là plus intelligent, avec la même société, d'installer un électrolyseur, pourquoi pas au Petit-Froid, sur Chambières? Aujourd'hui, les choix ne sont pas arrêtés. C'est-à-dire qu'une même société peut produire de l'hydrogène avec des électrolyseurs implantés à différents points de la métropole, soit pour ne pas avoir à amener les bonbonnes, soit pour ne pas imposer des trajets quotidiens longs aux véhicules si ce n'est pas nécessaire. Donc ces choix ne sont pas faits et en attendant, effectivement, je vous confirme que nous n'allons pas s'inventer de la réglementation supplémentaire lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Voilà. Écoutez, bien. Non, mais attendez, c'est une question, une réponse, une réplique. Vous l'avez faite. On ne va pas refaire 2 heures de débat sur le sujet. Monsieur Roch, vous n'avez pas la parole. Je vous remercie. Voilà. Donc, oui, j'aurais pu avoir les éléments techniques plus détaillés, le calendrier plus précis. Je suis d'accord, Monsieur Roch. Donc, je demanderai au service de vous transmettre les éléments de calendrier qui manquent par écrit. Sur le principe, quand même,
Vous m'avez interrogé sur l'appel à projet ADEME, je vous ai répondu. Vous m'avez interrogé sur le pourquoi nous ne nous imposons pas une procédure au-delà d'un seuil que nous ne dépassons pas. Vous avez la réponse et rien ne dit que nous la dépasserons si nous décidons, je veux dire, de produire plus près de la source de consommation l'hydrogène dont nous aurions besoin. Aujourd'hui, ce choix n'est pas fait et entre l'éloignement des lieux de consommation ou la concentration de la production, eh bien, nous auront des choix à faire. Ils ne sont pas faits et en attendant, on ne s'impose pas voilà, une réglementation dire qui n'est pas nécessaire, qui ne ferait que ralentir le projet. Je marque simplement que sur ce projet hydrogène, là encore, vous êtes dans la critique systématique alors qu'on aurait pu attendre de votre part un soutien. Sur ce, je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.